Bienvenue au cours Materials Selection for Engineering Applications, un cours dédié au Master 1 des options Ingénierie de fabrication mécanique et Ingénierie de soudage du département Construction mécanique et productique de la faculté de Génie mécanique et Génie des procédés de l'université USTHB. Nous allons, durant ce cours, découvrir la méthode largement utilisée dans le monde des matériaux que les ingénieurs dans les bureaux d'études et les départements recherche et développement dans les entreprises utilisent pour sélectionner un matériau ou une classe de matériaux dans l'objectif d'accomplir un ensemble de tâches ou de répondre à un certain nombre de contraintes imposées par le cahier des charges ou par le client. Je vous rappelle que vous êtes des futurs ingénieurs et que votre rôle dans les bureaux d'études et les entreprises est de proposer des solutions aux problèmes qui se présentent dans le domaine de la construction mécanique, des problèmes où interviennent les matériaux. Il est certes vrai que le génie des matériaux est sollicité à chaque étape de la fabrication mécanique, mais nous n'allons pas faire un cours exhaustif sur le génie des matériaux puisque nous allons juste être des utilisateurs des matériaux disponibles. Le plan du cours présente une brève introduction au choix des matériaux, c'est-à-dire pourquoi sommes-nous obligés de chercher dans l'éventail des matériaux ceux qui répondent aux objectifs et ceux qu'il faudra éliminer. Une introduction aux abacs de HB, ce sont des graphes prédisposés à être exploités dans le choix des matériaux et qui, grâce à l'approche du professeur HB, un ingénieur américain qui s'est spécialisé dans les propriétés mécaniques des matériaux, vont nous guider vers le ou les matériaux qui répondent à certains objectifs. En parallèle, un logiciel de sélection de matériaux est proposé dans ce cours et que nous découvrirons durant les séances de TP. Ce logiciel qui a pour nom CES ou Cambridge Engineering Selection est disponible dans une version éducative et c'est cette version que nous utiliserons durant cette session. Toute fabrication où interviennent les matériaux nécessite la connaissance du procédé et donc du coût, pour la simple raison que l'ingénieur qui propose une solution doit convaincre le client qui paiera la facture finale. Il est donc impératif pour tout ingénieur de connaître les coûts de fabrication et les coûts complémentaires qui s'ajoutent au process ou procédé de fabrication. Nous finirons par citer une étude de cas qui résume le travail fait par l'ingénieur ou le groupe d'ingénieurs pour aboutir à l'objectif fixé par le client. Le choix des matériaux dépend des objectifs à atteindre et qui sont fixés par le client, en ajoutant à cela les compétences de l'équipe d'ingénieurs ou du bureau d'études. Plus les objectifs sont difficiles à atteindre et plus le travail exigé aux ingénieurs sera long et fastidieux, d'où le prix du produit final, c'est-à-dire de la solution qui sera proposée. Pour atteindre des objectifs en mécanique des structures, il est impératif d'avoir des notions de mécanique de la rupture, puisque les matériaux seront soumis à un éventail de contraintes mécaniques telles que la traction, la compression, la torsion, le flambage, l'érosion, le fluage, la fatigue, la vibration. Ceci d'un côté, et d'un autre côté, il y a également l'environnement dans lequel le matériau vivra ou sera exposé. Alors pour l'environnement marin, on parlera de corrosion des métaux tels que les aciers, de dégradation des bétons soumis au choc thermique, de dégradation des polymères soumis aux ultraviolets, etc. L'objectif peut également être quelque chose d'inédit qui réponde à un ensemble d'objectifs et qui n'a pas encore été sur le marché des matériaux. Une alternative à un matériau donné, donc un nouveau matériau, peut répondre à l'objectif visé. Prenons l'exemple de la construction des bâtiments qui autrefois s'effectuait en charpente en béton armé et qui aujourd'hui trouve une alternative dans la charpente métallique, plus rapide à mettre en œuvre et plus résistante aux tremblements de terre. Des matériaux nouveaux peuvent également être obtenus grâce à de nouveaux process. Nous verrons dans un prochain cours qu'en fabrication mécanique, il est souvent question de propriétés mécaniques spécifiques, c'est-à-dire des propriétés en fonction de la densité du matériau. C'est ce qui a remplacé l'acier par des alliages plus légers, des alliages d'aluminium par exemple, car la propriété spécifique telle que la résistance spécifique ou la limite élastique entre les deux catégories de matériaux étaient quasiment identiques. Il arrive parfois que les matériaux deviennent rares ou vieux ou difficiles à être disponibles. Aussi, des restrictions environnementales nationales ou internationales peuvent parfois empêcher ou interdire l'usage d'un matériau. Rappelons qu'historiquement, l'amiante était un excellent isolant thermique, mais vu les problèmes de santé récemment prouvés et causés par l'amiante, je parle ici de problèmes respiratoires,
d'autres propositions telles que la laine de verre, le polystyrène ou des bioisolants, c'est-à-dire des matériaux isolants issus de l'industrie agroalimentaire, tels que les grignons dans l'industrie de l'huile, comme résidus d'olive, sont proposés. Quand on est appelé à choisir un matériau, il faut se rappeler l'origine industrielle de ce matériau. Un matériau qui est puisé directement de la nature tel que la laine a un prix différent que le polystyrène qui est un dérivé de l'industrie pétrochimique, alors qu'ils occupent la même fonction, celle de l'isolation thermique. Les prix des matériaux disponibles en forme de plaque ou en forme de grenaille ne sont pas identiques, puisque les travaux qui ont abouti à ces résultats, ces deux formes, plaque ou grenaille, sont différents. Le choix des matériaux est intimement lié aux résultats attendus. Si les propriétés mécaniques sont visées, ce ne seront pas les polymères qui seront visés. Si la résistance à l'attraction est une contrainte, ce ne seront pas les céramiques qui seront visées, puisqu'une céramique est par définition un matériau poreux et que le pore est un défaut qui affaiblit le matériau. Les propriétés physiques vont également guider l'ingénieur puisqu'en fait ce sont les propriétés qui classent les matériaux. Tous les matériaux, bons conducteurs d'électricité par exemple, peuvent intervenir à différentes classes de matériaux tels que les métaux et les composites. Si par exemple la légèreté ou la conductivité électrique sont visées, comme dans le cas des composants électroniques, alors pourquoi ne pas suivre la piste du carbone, un excellent matériau qui a fait ses preuves en mécanique, électronique et en thermique. Évidemment, un matériau choisi aura son prix en fonction de sa disponibilité et de son élaboration. Des exigences du client peuvent également obliger l'ingénieur à restreindre l'étude sur quelques types de matériaux. Dans l'industrie aéronautique, astronautique ou militaire, les composants électroniques doivent être fiables. Cette fiabilité est tributaire des matériaux utilisés. C'est pour cela que les coûts sont assez élevés dans ces trois industries, car ce qui est visé est la vie des composants des engins et également les valeurs des objectifs à atteindre. On parlera alors de soudure à l'argent, de feuilles en or et d'alliage superléger en aluminium et en magnésium. Quand nous sommes en contact avec des matériaux, il faudra souvent mentionner leur impact sur le coût final. Les cours des matériaux, comme les cours du pétrole ou les cours du gaz naturel, sont variables et la mise à jour des données relatives aux matériaux est une exigence dans le quotidien de l'ingénieur. Si le marché de l'acier est plus de 3 fois moins cher que celui de l'aluminium, il y va du coût du produit final. En construction du bâtiment, ceci n'affecte pas la durée de vie globale du bâtiment, contrairement à la construction automobile où si le véhicule est plus léger, son autonomie, ou si vous voulez la distance parcourue avec le plein en combustible, est nettement améliorée s'il est plus léger, donc contenant une bonne proportion de matériaux légers. Le tableau qui figure devant nous n'est pas en fait suffisant car il faudra également connaître la disponibilité du matériau à moyen et long terme. Le rythme de consommation des matériaux aujourd'hui a fait en sorte que certains matériaux vont disparaître sous peu. L'exemple le plus populaire est le pétrole qui se fera très rare à partir de 2045. Il faudra trouver d'ici là un nouveau mode de transport qui fera appel à une autre forme d'énergie. C'est ce qui est proposé avec les véhicules à hydrogène où le moteur ne sera plus un moteur à combustion interne, mais une pile à hydrogène qui fournira l'électricité nécessaire à la propulsion du véhicule. En parlant du choix des matériaux, il y va de soi que le but étant de rendre le projet faisable. La faisabilité d'un projet dépend de plusieurs paramètres. En général, elle dépendra du coût des matériaux. Alors là, je vous rappelle ce qui a été dit plus haut concernant les cours des matériaux, soit les prix des matériaux sur le marché, de leur disponibilité à moyen et long terme, et là, il serait intéressant de voir l'évolution de la demande en matériaux, son rythme de consommation, ou pour savoir si nous maintenons sa candidature ou pas. De telles évolutions sont illustrées dans des courbes comme celle-ci, où on voit bien que le pétrole ne pourrait subvenir à tous les besoins de l'homme à partir de 2045 et que l'or aurait disparu des mines accessibles en 2025. La faisabilité du projet concerne également le domaine d'utilisation des matériaux. Si 60% du budget en génie civil est occupé par les matériaux, ceci
voudra dire que l'ingénieur qui voudra faire des affaires avec les matériaux doit se spécialiser en matériaux du génie civil et du bâtiment. L'industrie automobile est certes aussi consommatrice de matériaux, mais beaucoup de transformations attendent ceux-ci pour occuper leur place dans le véhicule. Par contre, le ciment, le plâtre, la brique, le sable sont des matériaux qui nécessitent pas autant de transformation pour se retrouver comme produit fini. D'un autre côté, dans l'industrie aérospatiale et l'industrie militaire, le coût des matériaux ne contrôle pas la faisabilité du projet, car les objectifs à atteindre sont considérés plus fondamentaux, voire plus vitaux, et que le marché de l'aérospatial et du génie militaire n'est réservé qu'aux organismes gouvernementaux. Maintenant, en détaillant le coût de fabrication, on se trouve obligé de vivre la production depuis le début. Pour une pièce donnée, l'équipement nécessaire tel que les fours, les machines à outils, la location des locaux, l'acheminement par transport des équipements et d'autres tels que les équipements de traitement chimique des pièces sont assez coûteux, mais nécessaires pour entamer la production. L'équipement étant installé, son fonctionnement nécessite du carburant, de l'électricité ou, pour des fours de fusion et de traitement, il faudra prévoir toute l'installation qui servira à la mise en marche de l'équipement. Il s'agit de montées en température de plus de 1000 degrés et ce, pour des tonnes de pièces mécaniques, vous devinez l'argent injecté juste pour le traitement thermique. Tout équipement, aussi sophistiqué soit-il, nécessite la mobilisation d'un personnel qualifié. Le paiement de ce personnel est également pris en considération dans l'étude de faisabilité, sans oublier les différents salaires accordés à la réalisation des différentes tâches. Je tiens à mentionner que le personnel est le nerf sciatique de l'entreprise, où se réalisera l'étude, car si le travail n'est pas réalisé à cause d'une défaillance dans le personnel, l'objectif ne sera pas atteint et le projet ne sera pas faisable. Les assurances et les risques arrivent parfois à bloquer le projet. Si un protocole d'utilisation des équipements n'est pas imposé et respecté, il arrive souvent que des accidents mettant en péril la vie du personnel viennent perturber la production et affecter gravement sa réputation et la réputation du bureau d'études responsable du projet. Finalement, et pas en dernier lieu, les matériaux eux-mêmes mettent en jeu la production. Il y va de soi que plus rares sont les matériaux et peu nombreux seront les produits finis. Une table en bois sera plus facile à réaliser et à grande échelle qu'une table en verre épais. Je voudrais finir ce premier cours dans le choix des matériaux en parlant du concept de design. Ce terme anglais traite de la conception qui satisfait à une liste de besoins du client. Encore une fois, si une fonction est recherchée, telle qu'un pied de table pour supporter un poids, ou un câble pour transporter du courant électrique à haute tension, ou un pneumatique pour supporter une vibration et l'amortir, cette fonction doit satisfaire une forme et une constitution. Le terme forme concerne nécessairement la géométrie et le terme constitution concerne nécessairement les matériaux constituant le produit. La seconde étape du design paraît aussi importante que la première. Elle englobe l'environnement dans lequel vivra le produit, un environnement corrosif, environnement froid, environnement chaud. Il y va également de son esthétique, car la première chose vue de l'objet fini est son allure. Sa fonction viendra ensuite. Si l'allure est attirante, via des couleurs, des éclats, de la décoration et même des formes artistiques, ce produit sera vendu même si sa fonction ne remplira pas à 100% le cahier des charges. Beaucoup de choses sont dites aujourd'hui sur le marketing qui est devenu une spécialité à part entière dans le monde du commerce. L'art de vendre un produit, si je peux me le permettre, est l'esprit même de la fabrication du produit lorsqu'il doit être vendu. Quand on est expert en marketing, le stock n'est pas un souci. Prenons l'exemple du bouchon. Alors, pour arriver au résultat qui est le bouchon, il a fallu d'abord fixer la fonction qu'il doit avoir, c'est-à-dire rendre le contenu d'une bouteille accessible à l'utilisateur quand il en a besoin. Il est vrai que le bouchon est un élément essentiel dans tout ustensile de transport tel que la bouteille, mais il faudra s'habituer à concevoir l'idée de la fonction qui aboutit au résultat, c'est-à-dire avoir accès au contenu de la bouteille en utilisant le bouchon. Maintenant, quelles sont les contraintes auxquelles fera face le bouchon durant sa vie en service ou durant son fonctionnement?
Il faudra donc imaginer tous les gestes appliqués au bouchon, sans oublier l'environnement dans lequel vivra le bouchon. Le bouchon sera soumis à un effort de traction quand l'utilisateur voudra avoir accès au contenu de la bouteille. Si l'effort de traction est une contrainte, il faudra que le matériau destiné à fabriquer le bouchon résiste à cette traction. Bien évidemment, l'effort de traction n'étant pas infini. Par contre, des matériaux comme les céramiques sont à exclure étant donné que les céramiques sont des matériaux poreux et que le pore est un défaut qui affaiblit le matériau en traction. Le bouchon sera soumis à un cisaillement lors de la fermeture et de l'ouverture de la bouteille. Cet effort est un contact entre le bouchon et la paroi interne du col de la bouteille. À ce niveau, nous ne voulons pas que la paroi interne du col de la bouteille se raye ou que le bouchon s'effrite à cause de ces frottements. Déjà à ce niveau, nous imaginons des matériaux pour le bouchon moins durs que le matériau de la bouteille, qu'elle soit en verre ou en plastique. Le bouchon sera soumis à une contrainte de surpression, due éventuellement au gaz comprimé dans le contenant de la bouteille. Pensez aux boissons gazeuses par exemple. Cet effort de surpression pourrait faire décoller le bouchon de son emplacement et nous perdrons ainsi la fonction primaire du bouchon, c'est-à-dire de rendre le contenu de la bouteille complet, accessible à l'utilisateur au besoin. Le bouchon sera soumis également à une contrainte d'enfoncement ou de compression quand l'utilisateur voudra fermer la bouteille. Évidemment, toutes ces contraintes nous aident à éliminer les matériaux qui ne résistent pas ou peu. Si le matériau ne résiste pas à la compression, il se brisera et le bouchon s'effritera et tombera en miettes dans le contenu de la bouteille. Si le bouchon, par accident, tombe dans la bouteille, il ne doit surtout pas entrer en interaction chimique avec le contenu de la bouteille. Il faudra donc que ce bouchon soit inerte chimiquement, c'est-à-dire ni corrosion, ni dégradation avec le contenu. Finalement, et pour garder la bouteille intacte aussi longtemps que possible, le bouchon ne doit en aucun cas endommager la bouteille, tel qu'un endommagement à cause d'une dilatation à chaud ou d'un rétrécissement à froid. Si la température globale augmente, le bouchon se dilatera différemment du col de la bouteille, et cette variation de dilatation est souvent responsable de l'endommagement de l'un des deux matériaux. Le même phénomène est observé durant le refroidissement puisque la contraction est une propriété qui dépend de la nature du matériau. Il y a donc un ensemble de contraintes à satisfaire et qui résume le travail effectué pour concevoir le bouchon, à savoir l'endommagement des matériaux en jeu, à savoir celui du bouchon et celui de la bouteille. Cet endommagement peut être mécanique, donc débris de verre ou de bouchon dans le contenu de la bouteille, ou endommagement chimique, c'est-à-dire dissolution du bouchon dans le contenu de la bouteille. L'ingénieur de conception est tenu de présenter une liste de matériaux ainsi que leur prix. La proposition de solution à un problème dépend également du client. Si maintenant le client est un particulier riche, son choix sur une solution chère est évidente. On se rappelle que la solution chère implique un matériau cher et un procédé cher. Un procédé cher est un procédé qui nécessite un équipement cher et un personnel qualifié. Vient le tour maintenant de la réalisation du produit. Est-ce un produit à réaliser pour un client particulier, tel qu'une table de télévision, ou pour une entreprise? Dans ce cas, le produit sera fabriqué en série, tels que les verres à eau ou des plaques en acier pour la construction automobile. Concevoir un bijou d'art tel qu'une parure en or sertie de pierres précieuses est un travail d'artiste qui nécessite une expérience acquise durant plusieurs années et surtout la recherche de l'exclusivité. Un bijou, plus il est unique, plus il est recherché. Par contre, la conception d'une nouvelle brique en argile pour la construction du bâtiment nécessite une méthode qui permet de la réaliser à grande échelle et rapidement. Le transport des matériaux conçus est mentionné dans la facture finale, surtout dans le cas des pièces fragiles. Prenons l'exemple des matériaux qui sont acheminés à température contrôlée. Les vaccins, par exemple, doivent garder une température stable et ce durant toute la durée du transport et de leur emmagasinage. La moindre défaillance sera coûteuse et le client n'aura pas son produit entre les mains en temps voulu. Le maintien de la température durant le transport
et de sa stabilité durant l'emmagasinage font partie du prix final du produit, qui sera payé par le client. Le matériau doit également répondre aux contraintes environnementales de dégradation et de pollution. Si une fonction est remplie durant les premiers temps de l'utilisation d'un produit, sa fiabilité est également exigée. Si des outils de coupe ou de perçage ne satisfont pas le client dans le temps, leur prix sera certainement plus bas que ceux qui sont garantis à long terme. L'ingénieur concepteur ou l'ingénieur de conception doit donc viser le type de client à satisfaire pour un produit utilisé à long ou court terme. Finalement, et au nom du marketing qui est l'art de vendre un produit, l'aspect global du produit, soit sa forme, sa couleur, sa brillance, sa maniabilité, sa relative légèreté et son fini de surface sont des atouts à apporter au produit pour le rendre populaire dans le marché. Ajoutons à cela la part de l'originalité dans le produit qui doit être aussi compétent que ceux disponibles sur le marché avec une ou plusieurs nouveautés acquises et qui font de lui l'alternative à tous ses ressemblants. Prenons l'exemple des claviers d'ordinateur à connexion sans fil ou Bluetooth qui réalisent les mêmes fonctions que les claviers conventionnels, mais qui encombrent moins les tables et les bureaux des utilisateurs. Vous penserez donc à tous ces périphériques tels que la souris sans fil, l'imprimante sans fil, etc., qui rendent le décor du bureau plus agréable. C'est une innovation, une originalité, et le public verra plus cette option que le prix qui s'affichera à la facture finale. Face à ces attentes, l'ingénieur dans son bureau d'études aura deux défis à réaliser. D'une part, choisir le ou les matériaux candidats, et là je tiens à vous informer qu'à nos jours, plus d'1 million de matériaux, toutes classes confondues, sont découverts. Et d'autre part, l'ingénieur doit adopter une méthode qui lui permette de sélectionner les matériaux, soit d'éliminer ceux qui ne remplissent pas les objectifs à atteindre. Vous vous rappelez de l'étude faite sur le bouchon? Eh bien, à titre d'exemple de travail individuel, nous pouvons nous intéresser à découvrir les matériaux qui peuvent être choisis pour, par exemple, créer un boîtier de téléphone portable, décorer pour protéger une façade externe d'un bâtiment, pour souder des tubes qui transportent des fluides industriels, concevoir et fabriquer des radiateurs pour le chauffage du bâtiment, fabriquer un outil de serrage de boulons, concevoir et réaliser des pieds de table, surtout quand le client cherche l'originalité de la forme et du matériau. Ou bien fabriquer un ustensile de cuisine dédié à la cuisson des aliments. Ceci met fin au cours Materials Selection for Engineering Applications. J'espère que vous avez apprécié son idée et son approche. Vous pouvez revoir le cours autant de fois que vous voulez et je suis disponible pour tout commentaire que vous aurez laissé en bas de votre écran.